Il y a des interférences entre les deux micros, il faut utiliser celui-là pour répondre. Ah bon, ça, comme ça, on leur a tellement dit qu'il fallait surtout pas avoir d'idées, qu'il fallait surtout pas, on leur dit créativité, mais toujours raisonnable. Donc il y a quelque chose là qui éventuellement se libère vraiment. Ensuite, on fait l'exercice contraire d'un projet hyper raisonnable. C'est-à-dire pas le projet mais raisonnable. Le projet, le pire dans ce qui pourrait être irraisonnable, surtout on n'ose rien, surtout, etc. Alors en général, ça les fait rire. Quand on a fait, on s'est d'abord défoulé dans le projet fou. Et ensuite, comme troisième travail de ce projet, c'est, eh bien, on va prendre des éléments de l'un de l'autre, voilà, et puis on va construire un projet qui aurait une certaine faisabilité et qu'on relie finalement avec tout le travail exploratoire qu'on avait fait et la production, on va dire, de son... je ne peux pas dire que c'est une histoire de vie, je ne peux pas dire que c'est un récit de soi, c'est son récit d'expérience formatrice. Hein. Qu'est-ce qui m'a formé? Quelles sont les expériences? Et rencontrer une personne, c'est aussi une expérience qui a fait que je peux dire je suis devenue la personne que je suis là au moment où j'en parle, ce qui ne veut pas dire que dans 3 mois, je serai la même personne. Vous voyez, donc, et ça aussi, c'est extrêmement libérateur de dire, mais attendez, ce que vous allez dire ne va pas vous fixer pour l'éternité. Non, c'est là, dans l'ici et maintenant, dans ce groupe, qui est un groupe quand même protecteur, hein, où on socialise aussi hein, cette parole. Ce n'est pas une parole pour soi, c'est une parole socialisée. Quand je disais aussi au début que j'attire l'attention qu'on doit avoir la responsabilité de sa parole pour ne pas se mettre en danger, mais pas pour mettre en danger le groupe aussi, les autres, le groupe, etc. Hein. Donc il y a là toute la dimension dès le départ qui est posée de socialisation, hein, une parole socialisée, au bon sens du terme. Voilà, alors, ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Oui, puis à la fin, donc, il y a une production sous la forme de 10 minutes, un quart d'heure, alors, qui est... là, toutes les étapes que je vous ai annoncées avant, elles se passent toujours en triade. Hein. Bon, à un moment, la personne écrit ou l'étudiant va écrire son premier récit, mais moi, je n'en ai absolument pas connaissance. Je suis, on va dire, une animatrice. Je ne sais même pas si je suis une formatrice. Une animatrice, c'est-à-dire... Je veille à la sécurité des groupes, je répète toujours un certain nombre de choses et j'instruis en fait le protocole. Voilà. Oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Il y a donc consigne, travail en individuel, travail en triade et ensuite feedback. Le feedback n'est pas là pour raconter ce qu'on a dit dans les triades, c'est pour poser des questions. Voilà. Poser des questions, pourquoi ceci, pourquoi cela, voilà, tout ce qui vient dans la tête. Ce qui permet aussi d'avoir, j'ai presque envie de dire, un petit méta-niveau sur soi-même et sur ce qu'on a fait. Hein. C'est-à-dire qu'on ne reste pas englué dans simplement un travail sur soi, etc. Donc puis après, on repart encore dans le prochain exercice, etc., etc. Jusqu'à la fin. Et là, donc, ce récit socialisé de 10 minutes, un quart d'heure, il va être un récit... on va pas reprendre toute la vie, enfin, tout le parcours. Où ça va être surtout l'énonciation dans un collectif... sécurisé, on va dire, de son projet, hein, que l'on peut mettre aussi, mais brièvement en lien avec le reste, on va dire, de son parcours d'expérience, hein, mais qui a comme fonction, en fait, là aussi, quand je disais métaniveau, petit métaniveau, le fait de le socialiser en fait après devant le groupe, il y a quelque chose de l'ordre d'un engagement qui se fait. Hein. Et ensuite, il y a toujours un moment après donc collectif où tout le groupe réfléchit ensemble à la faisabilité de ce projet et éventuellement donne d'autres idées, etc., etc. Ensuite, il y a 3 rencontres
quand l'atelier est fini, quand tout ça est fini, qui sont, on va dire, de suivi de la mise en place de ce projet. Et je fais ça aussi à l'université. Bon, c'est hors cours, c'est après, mais c'est vraiment très important parce que le groupe qui a été porteur continue à être porteur après quand on retourne, on va dire, dans la vraie vie et qu'on n'est plus avec ce groupe, on se retrouve seul avec son projet et éventuellement on peut tout d'un coup perdre ses forces. Voilà. Alors, vraiment, il est exposé très très brièvement. Je pourrais en parler pendant 1 heure. Alors, bon, il reste, j'imagine, des questions. Alors, bon, ce que je peux dire pour finir doucement, je ne peux pas dire si cette démarche d'atelier est facilement transposable. Parce que je mesure bien, dans le milieu professionnel, les contraintes institutionnelles en termes de personnel, que ça soit aussi de temps, d'organisation que cela représente. Mais c'est à partir de cette pratique d'atelier qui est la mienne que je peux cependant essayer de formuler quelques remarques quant aux modalités de l'accompagnement qu'elle me semble engager. Alors d'abord une remarque générale, mais qui me paraît être un préalable. Il me semble qu'une démarche d'accompagnement doit nécessairement inclure une dimension de formation. Elle doit constituer en elle-même un épisode de formation. Et quitte à être redondant... Ouais. Non. Ah là là, qu'est-ce que vous me demandez là, un bilan? J'ai fait ces ateliers depuis 1983. Dans différents milieux, donc c'est compliqué de faire un bilan. Ce que je peux voir, en tout cas, on va prendre là maintenant l'exemple que j'ai depuis que je suis à l'université, puisque je fais ça essentiellement. Ah oui, parce que tout à l'heure aussi, ça crachotait hein, quand je parlais. Oui. Ça va comme ça, vous m'entendez? Oui. C'est qu'il y a quand même... Ce qui est important, c'est... comment dire? Ce qui est central, c'est la notion, en fait... ou la prise de conscience d'une, on va dire, dans le bon sens du terme, mais pas comme je l'ai développé tout à l'heure, d'une responsabilisation de sa vie. C'est-à-dire, mais oui, mais j'en suis capable, je ne suis pas simplement, on va dire, l'objet d'un destin. Je peux changer mon destin. C'est une étudiante qui m'a dit ça une fois, j'ai adoré. C'est tout d'un coup, c'était une telle évidence que ça la transformait. En même temps, de se rendre compte, surtout dans des parcours, alors là je parle de mon université, Paris 13, où il y a beaucoup on va dire, d'étudiants de première, seconde génération d'origine africaine, maghrébine, etc., qui ont des parcours scolaires, on va dire, d'humiliation, hein, pour faire vite. Tout d'un coup de se rendre compte, par ce premier travail en tout cas, déjà que leur vie... Ah ben ça vaut le coup, qu'ils ont fait des expériences qui les ont formés et qui ne s'en sont pas rendus compte. Hein, quelque chose qui a une influence. Et à partir de là, il y a il y a une sorte de socle qui se met en place, quelque chose où ils prennent appui et ils arrivent en fait véritablement à développer un projet, et surtout c'est en passant par le projet fou, quoi. C'est-à-dire dans le projet fou, il y a quelque chose, on sort de soi-même. Et on ne risque rien de sortir de soi-même. Sauf qu'après, ils se rendent compte, dans ce projet fou, il y a des éléments qui leur sont beaucoup plus proches que lorsqu'ils font des projets hyper raisonnables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une force qui est contactée, quelque chose, et le fait d'avoir réussi à mettre en lien un certain nombre d'expériences, c'est-à-dire aussi, bon, ce que je n'ai pas développé, parce que Jean-Louis Legrand appelle les savoirs insus, c'est-à-dire tous les savoirs d'expérience sont des savoirs insus. Les savoirs, on va dire, ce que j'apprends à l'école, ce que j'apprends à l'université, mon Dieu, mais c'est 20% de ce que je suis et de ce que je sais faire, et comment je me débrouille, on va dire, dans des situations, et comment je m'invente moi-même, et comment j'invente, etc. Et comment je trouve finalement des solutions. Hein, mais tout ça se fait, c'est pas reconnu comme des savoirs officiels. Donc, ça, c'est pas conscientisé, on va dire comme ça. Et de se rendre compte aussi qu'on est une personne, on va dire, plus globale, qui a une certaine expansion comme ça, hein, ça permet véritablement, on va dire, d'oser faire un pas. C'est-à-dire déjà d'oser
construire un projet et à partir d'oser faire des choses. Alors il y a des choses drôles qui se passent, c'est par exemple des étudiants qui se rendent compte ah non, ils sont mal barrés là dans les sciences de l'éducation, ils vont ailleurs, etc. Enfin bon, là dans notre filière en sciences de l'éducation à Paris 13, on est avec mon collègue Jean-Jacques Chalère dans le parcours insertion et intervention sociale sur les territoires. Donc on travaille en même temps aussi leur projet professionnel. Et beaucoup, finalement, se disent « Attends, avant de continuer à faire des études, je fais Master 1 et je vais travailler. » Et ils trouvent, en fait, tout d'un coup, enfin, il y a quelque chose qui résonne. Enfin, il y a vraiment... Je tiens, autant que faire se peut, parce que c'est leur volonté après, qu'on garde contact, en fait, après, hein, sur les années qui suivent. Hein. Mais quelque chose, souvent, c'est vraiment fait dans cet atelier. Aussi, la conscience, ça veut dire un respect de soi-même. Je parle de cette population-là, en tout cas, un respect de soi-même qu'on a tout d'un coup, qu'on a tout d'un coup. Alors que souvent, dans les situations qu'ils ont traversées, c'était des situations d'humiliation, en fait. Voilà, hein, c'est... Mais un bilan, c'est difficile. Moi, je pense que quelque chose, dans le fait de reconfigurer, on va dire, son parcours d'expérience, de se rendre compte de ses savoirs insus, ça donne en fait un pouvoir d'agir. Hein. Un pouvoir savoir, comme disait Gaston Pinault, et moi je dis un pouvoir d'agir aussi. Quelque chose change de moi à moi-même. Ça va, je vous ai un peu répondu. Autre question? Oui. Oubliez le micro, n'y pensez pas, ça ira juste. Parce que c'est pas trop près, laissez-le comme ça. D'accord, voilà. d'accord, touche plus. Bon. Donc, bonjour, je suis là. Ah oui, je vous cherche. Oui. Donc, je suis Florence Claire. En fait, je suis formatrice indépendante et musicienne professionnelle. Alors, ce que vous nous avez dit justement autour de ce projet fou m'a particulièrement intéressée. Alors, c'est vrai que j'ai créé une méthode de formation en fait, qui s'appuie sur la musique pour développer l'écoute. Et alors, j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès d'étudiants en commerce. Et j'ai pu constater, comme vous le disiez très justement, que les projets fous, c'est pas trop leur truc. Et que même une méthode comme ça, innovante avec la musique, ils étaient un peu réticents. Alors j'avais 3 questions à vous poser. La première, c'était lorsque vous parliez de ces projets fous, vous nous avez dit, alors je ne sais pas si c'est à ce moment ou si c'est à d'autres moments de votre atelier, où vous disiez quand vous mettiez de la musique, qu'il y avait des graphiques. Alors ma première question, c'est pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce que ça apporte finalement? Plus particulièrement la musique ou d'autres dérivés, j'ai envie de dire. Et puis, le résultat, je ne sais pas sur les étudiants, le résultat entre guillemets, dans le sens aussi, qu'est-ce que ça apporte aux étudiants, finalement, cette phase comme ça de projet entre guillemets fou, et puis qui finalement, d'après ce que j'ai compris, aboutit quand même à un projet construit, parce que vous me disiez, enfin dans un sens faisable. Voilà. Alors, oui, c'est bien là que vous reveniez sur la question de musique, des graphistes, parce que dans cet atelier, il y a beaucoup, je vous ai dit, l'alternance, il y a beaucoup d'écrits. Hein. Alors, quand je dis, je donne la consigne de l'exercice, vous m'entendez là? Oui, c'est marrant, j'ai l'impression... C'est bien, d'accord. Ouais, il a fallu faire ça depuis le début, mais c'est bon. Alors, oui, donc, alors après, chacun, pendant 10 minutes, je leur dis, vous mettez des mots-clés, etc., vous rédigez pas. Et ensuite, vous allez donc dans votre groupe, et là, il y a toujours un qui écrit, et comme ça. Donc, on est toujours lié à l'écriture, quelque part. Là, il faut à un moment dégager, on va dire... enfin, comment dire, déstabiliser dans le bon sens du terme la personne. Et la musique, je fais aussi éventuellement bouger. Bon, je suis gestalt thérapeute aussi, donc j'ai des pratiques de la gestalt qui sont des pratiques aussi d'ancrage, qui sont etc., etc. Donc il y a le corps qui va se mettre. Et ça aide à oublier qu'on est si raisonnable. Enfin, il y a quelque chose qui
comment dire, qui se délocalisent, quoi. Voilà. Et puis, bon, ben, ça dépend. Les musiques, plusieurs choses, on voit en fonction de ce que je ressens à ce moment-là. Et le graphique, c'est parce que, justement, là, on n'écrit plus. On va faire une figure, quelque chose. Et souvent, je leur dis, vous faites ça sans penser que ça vienne, etc. Bon, donc, ils sont surpris, voilà. Et ça aide à mieux rentrer dans le projet fou. Et je dis, donc vous avez dit finalement ça aboutit à un projet construit faisable. Oui, parce que dans ce projet fou, il y a des éléments du rêve, mais il y a des éléments aussi de la personne. Enfin, on le sait, nous, enfin, on a eu certainement tous à des phases de notre vie des projets comme ça, enfin, quelque chose qui a surgi. Moi, je sais que j'ai une phrase que je me dis à certains moments, et moi dans tout ça, enfin, quand je sens que je suis trop aliénée à un certain nombre de choses, et qu'il y a quelque chose qui surgit d'une énergie et d'une envie et d'un goût et d'une passion éventuellement, vous voyez, enfin, et des choses qui sont souvent enquistées parce qu'on n'a pas le droit. Et on a de moins en moins le droit, parce que la vie est difficile, la vie est dure, c'est vrai, hein. C'est déjà une chance énorme qu'on ait un boulot. Alors, on ne va pas encore avoir des idées dingues pour perdre ce boulot. C'est pas possible. Vous voyez ce que j'essaye de dire de manière un peu comme ça, prosaïque. Et ces étudiants-là, ils connaissent le chômage de leurs parents, des frères, des sœurs. Ils ont la hantise de leur propre chômage. Ils ont mais quand même, et tout d'un coup, de réaliser que oui, on a le droit à la créativité, on a le droit à l'inventivité, et que finalement là-dedans, il y a des germes qu'on peut après, comment dire, aller rechercher et voir. Alors, je vais raconter très très brièvement une histoire, parce que déjà quand je l'évoque, j'en ai la chair de poule. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est une de mes étudiantes qui après est allée dans un master de professionnel, elle a suivi l'atelier, et elle a fait ça dans une mission locale. Et avec trois jeunes. Et puis, il y en avait un qui disait « Je veux être vétérinaire ». Très belle idée. Le seul problème, c'est qu'il avait quitté l'école quasiment à 14 ans. Donc, elle commence à lui dire le discours raisonnable, mais regarde, c'est pas possible, il faut avoir le bac, c'est des études. Mais ça l'intéressait pas du tout. Et donc, elle a travaillé avec lui, comment dire, dans le projet fou, le projet raisonnable, arrivé à faire ressortir que ce projet, qu'est-ce que ça voulait dire être vétérinaire? Est-ce que c'était, bon, avoir une position sociale, etc. Non, c'était l'amour des animaux. L'amour des animaux parce que, bon, bah, il avait une histoire, on va dire, personnelle difficile, et dans son récit d'expérience, c'était que des histoires d'animaux ou de personnes qu'il avait rencontrées, c'est-à-dire il avait la reconnaissance. Les seules personnes qu'il aimait, on va dire, c'était les animaux qu'il aimait, etc. Donc à partir de là, elle a réussi finalement dans le projet de faisabilité à le conduire à quelque chose, bon, bah, qui est, je crois, ça s'appelle aide-soignant, puisque il était vraiment, il voulait surtout pas retourner à l'école, mais faire une formation, il voulait bien. Et elle me disait là, parce qu'elle a suivi ces jeunes quand même pendant 2-3 ans, mais qu'il était très heureux, il était très content. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et dans le projet fou, c'était je veux être vétérinaire, bon. Et puis finalement, alors il faut accompagner bien sûr ce parcours-là aussi, hein, voilà, c'est peut-être plus concret par rapport à ça. Oui, Jacques Michaud-Duclos, je suis psychologue du travail et psychothérapeute. Alors, votre exposé est tout à fait remarquable. Je pense d'ailleurs que les jeunes qui passent par ces ateliers, non seulement construisent un projet professionnel, mais ils font beaucoup plus. Ils construisent des savoir-être et des savoir-faire en groupe, ce qui est très important pour l'avenir. C'est plus qu'un projet professionnel, c'est un projet personnel de réussite plus tard. Et je voulais simplement vous poser une petite question. Vous avez évoqué les jeunes qui peuvent se mettre en danger, mettre en danger le groupe. Qu'est-ce que vous entendez concrètement par là? Oui, c'est vrai. Et quand je disais ça, déjà, je me dis, là, j'explique pas assez bien, mais je faisais vite. Eh bien, c'est toute la différence entre un groupe de formation et un groupe thérapeutique.
Dans un groupe thérapeutique, on a les thérapeutes, en général c'est un homme, une femme, hein, pour qu'il y ait la... Voilà, et puis ce sont, on va dire, comme disait Lacan, les sujets supposés savoir, hein, ce sont ceux qui sont les experts, qui assurent la sécurité aussi, etc., mais bon, par exemple, en Gestalt, on travaille beaucoup avec les émotions, et que les émotions, ça peut aller même très loin, hein, c'est-à-dire, il y a une parole vraiment impliquante, un corps impliqué, etc., etc. Mais là, comme on est dans un contexte de thérapie, où il y a les thérapeutes qui sont là, il y a le groupe qui sait où il est, qui peut s'attendre, par exemple, à des explosions, etc., enfin, d'émotions, de réminiscences, etc. Donc tout va bien, tout est bien cadré. Dans la formation, ce n'est pas ça. Hein, ce sont des formateurs et il n'y a pas le lieu d'une parole thérapeutique, hein. Sauf que il peut y avoir, quand c'est pas bien, on va dire cadré, quand c'est pas bien rappelé, il peut y avoir justement des dérives que personne ne peut rattraper. Hein, et alors, étant gestalt thérapeute, et on travaille beaucoup sur l'observation en fait des micro-gestes, on dit, hein, ou de voilà, donc c'est-à-dire on peut voir arriver certaines émotions aussi, hein, voilà, comme ça. Et donc là, c'est le moment de redire bien, c'est pas un groupe, voilà, c'est pas de la thérapie, c'est de la formation, etc. Mais ce dont je me suis aperçue très vite, et fort heureusement, c'est que dans le fond, il n'y avait pas de problème. Quand c'est bien cadré, quand le protocole est bien expliqué, quand on a pris le temps d'un échange de questions-réponses, hein, qu'on s'est posé, on va dire, dans cet espace-là, il y a une parole qui advient, qui est une parole en relation avec cette formation, ce groupe, etc. Pour être plus clair et plus concret, c'est tout à fait la même chose lorsque on raconte quelque chose à sa meilleure amie, à sa mère ou dans un milieu, on va dire, professionnel. Prenons quelque chose de grave, la mort d'un proche que l'on a eu. On est extrêmement ému, on est triste, etc. Si on va parler à sa meilleure amie ou à quelqu'un de très très proche, on va raconter beaucoup de choses là-dessus. Hein. On va raconter, parce qu'on est dans un travail biographique, un travail de deuil, un travail biographique. On va, si tout d'un coup, après, dans son milieu professionnel, bon, les autres voient bien que vous n'allez pas bien, mais on va dire simplement, bon voilà, mon meilleur ami ou une amie est morte, etc. Voilà. C'est-à-dire, on ne va pas avoir la même parole. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On est vraiment des êtres profondément socialisés, sans qu'on s'en rende compte. Hein. Et c'est pour ça que je parlais de langage partagé. C'est-à-dire, on a une parole qui advient dans un environnement où on sait qu'on peut être écouté ainsi. Car la parole de soi, c'est pas une parole solipsiste, c'est pas une parole dans son fort intérieur, etc. C'est une parole exprimée, c'est une parole en relation avec un interlocuteur, des interlocuteurs, et on essaye, quand on dit quelque chose, de se faire comprendre, parce que se faire comprendre, c'est se faire entendre, et c'est une reconnaissance de soi, hein, aussi. Donc c'est pour ça, moi, dans ma triade, le rôle du questionneur, on va dire comme ça, je dis bien, il ne fait pas de l'interprétation thérapeutique. Il est là justement pour dire, attends, je ne comprends pas. C'est justement pour que la parole ne s'enferme pas. Attends, je ne comprends pas. Tu dis ça, mais c'est qui la personne que tu dis? Ah bon, d'accord, c'est ton cousin. Ah bon, ah oui, d'accord. Et comment tu mets tel événement? C'est-à-dire, c'est quasiment de la construction narrative, hein, son travail. Et c'est tout ça, c'est dans un partage, dans une parole partagée et dans une parole socialisée partagée, comme ça. Voilà. Oui, bonjour Marie-Paul Manac. Moi, je voulais vous poser une question. Ça va être à l'opposé par rapport à votre groupe de jeunes.
Moi, je voudrais situer... Enfin, j'ai surtout parlé de jeunes, hein, mais Voilà. je l'ai fait autrement. Moi, je voudrais ramener en fin de compte cette discussion au niveau des seniors. On en parle actuellement. Oui. Et je pense que cet atelier de reconstruction peut se faire, mais à court terme, on sait très bien, il ne faut pas se leurrer, que ces seniors, même avec une construction ou même une formation, souvent, moi, je rencontre des seniors qui sont très, très qualifiés, qui à 45 ans, 50 ans, sont maintenant au RSA. Donc, il n'y a plus d'avenir, il n'y a même plus de formation pour eux, il n'y a même plus de financement pour eux. Et ils ont un avenir, si vous voulez, un butoir qui arrive avec l'âge de la retraite. Donc, ils ont un petit peu... je ne sais pas comment adapter, si vous voulez, ce parallèle par rapport aux seniors. Oui. Non, mais c'est sûr, c'est pour ça que j'ai bien fait ce passage, hein, pour bien montrer que je ne suis pas dans le rêve. C'est fini que ce qu'on pensait dans les années 70. Hein, on fait son récit de vie, on a son histoire de vie, et puis après tout va bien, on trouve sa place. C'est plus du tout la question. Ce qui peut se faire quand même dans un tel atelier, c'est moi quand je l'ai fait, c'était des périodes encore économiquement on va dire confortables, et c'était en Allemagne où de toute façon c'est venu plus tard qu'en France, un peu où ça n'allait plus. J'imagine que quand même pendant cet atelier peut arriver quelque chose qui peut surprendre la personne elle-même et qui peut l'aider à développer quelque chose. Ce que je voudrais dire aussi, oui, je ne suis pas là, peut-être ça répond aussi à la question de tout à l'heure où j'avais peut-être pas complètement répondu, ça ne veut pas dire que s'il y a 12 personnes, il y en a 12 qui trouvent leur projet et que tout va bien, hein. Ça c'est clair, hein. Je ne suis pas à dire... mais je pense que dans ce processus, des choses peuvent arriver. Ce que je voulais dire, quand vous m'avez dit senior, moi j'ai pensé automatiquement alors de grands seniors, c'est-à-dire des vieillards, enfin des personnes vraiment âgées. Et là, c'est 2 personnes au Brésil qui ont développé ça à partir de cette matrice, de cet atelier, qui est complètement... je veux dire, la matrice est là, mais on peut en faire ce qu'on veut, enfin, selon le public à qui on a affaire, selon ce qu'on veut travailler, etc. Et elles se sont rendues compte, elles travaillaient de toute façon avec des personnes en maison de retraite, etc. Donc des personnes, quel est le problème de la vieillesse, et d'une certaine vieillesse, et éventuellement vieillesse mais médicalisée, etc. C'est-à-dire que l'histoire de projet s'affaiblit, quoi. Hein, voilà. Et donc elles ont travaillé, et elles travaillent toujours là-dessus, en finalement quand même... développant cette notion de projet, même si c'est des projets à court terme, même si ce sont des petites choses, il y a quelque chose qui est stimulant, me disent-elles, qui fait que les personnes, elles ont, j'allais dire, une meilleure coloration de vie comme ça. Donc on n'est plus là dans le projet professionnel, on est dans le projet finalement de vie et même de survie pour des personnes qui sont, comment dire, médicalisées. On n'a pas encore fait ça avec l'Alzheimer, je crois pas du moins. C'est au Brésil où ils ont repris vraiment cette matrice et c'est incroyable. Ils ont fait ça avec des jeunes dans les favelas. Ils ont fait... C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faudrait qu'on fasse un livre qui soit traduit en français parce que je pense que ça pourrait vraiment intéresser beaucoup, quoi. Enfin... Qui sont les accompagnateurs sur le sein de votre propre formation? Alors, oui. Je disais qui sont les accompagnateurs et comment se met en œuvre leur propre formation. Ben les accompagnateurs, ça peut être, j'ai envie de dire, tout le monde de manière un peu comme ça provocative. C'est-à-dire il n'y a pas de spécialisation. Ce sont des personnes qui tout d'un coup, bon, on va dire, flash sur ce dispositif et se dit, bah, tiens, c'est peut-être un moyen, c'est quelque chose, un prétexte. Moi, j'ai envie de dire que c'est un prétexte parce qu'il y a d'autres dispositifs qui sont tout aussi bien, quoi. C'est là-dedans que moi, je m'y suis retrouvée. Pourquoi je m'y suis retrouvée? Parce que je travaille... Dans cet atelier, je travaille en fait sur quelque chose, bon, qui est une vision allemande, on va dire, de la formation, qui est une vision, je me forme, je deviens la personne que je suis par les expériences que je fais. Donc il y a toute la, comment dire, la dualité
entre l'expérience vécue, l'Erlebnis, et l'expérience conscientisée, l'Erfahrung, qui fait que l'Erfahrung, l'expérience conscientisée, elle fait apprentissage. Ah, j'ai appris quelque chose. On entend souvent ça en Allemagne. Ich habe davon gelernt, j'ai appris. Je disais, quand les premiers temps que j'étais en France, je disais aussi j'ai appris, on me disait toi tu apprends tout le temps, enfin qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis enlevé ça de mon vocabulaire, et même, mais pas de ma vision faite de la vie. Donc cet atelier, il est comment dire, il est construit là-dessus, hein, sur les expériences. Et des expériences, ces récits d'expérience, ça ne veut pas dire que c'est un récit aussi définitif. Comme je dis, c'est les récits d'ici et maintenant. C'est passer par ce récit me fait prendre conscience de ce que je sais. Voilà. Mais attendez, quelle était la question? Parce que je ne vous ai pas répondu, là, je le sens. Redites-moi. Ah, les accompagnateurs. Qui sont les accompagnateurs? Comme dans ce lieu, on est supposé réfléchir justement à statut d'accompagnement et donc d'accompagnant. C'est vrai que c'est intéressant pour nous de comprendre comment vous voyez le rôle et les fondamentaux, je dirais, qui doivent être ceux des accompagnants. Alors, en tout cas, je crois que vous aviez dit comment se forment les accompagnateurs, la formation. Les accompagnateurs se forment en faisant, et c'est ce que je fais là beaucoup au Brésil, c'est cet atelier, donc qui ne sera pas simplement on travaille sur ce projet, on travaille, etc., mais il y a des explications, on va dire, théoriques, il y a des explications pourquoi ceci est fait comme ça, etc., etc. Donc, il y a à la fois la formation, mais ce n'est pas une formation, on va dire, de l'expérience, c'est une formation par l'expérience du dispositif. Ensuite, alors ça, je le faisais avant, je ne le fais plus maintenant, mais je le faisais alors en Allemagne. C'était parce que j'ai fait ça aussi, je mettais en place, j'étais formateur de formateurs, on va dire comme ça, ou d'accompagnateurs. C'est beaucoup plus juste de dire d'ailleurs accompagnateur. Moi, je dis animateur, mais en fait, c'est accompagnateur, c'est très juste. Et ensuite, on avait des séances de supervision. Tout à fait la méthode classique, c'est-à-dire chacun arrivait, voilà, j'ai mis en place, voilà ce qui me semble ne pas aller, voilà, etc., voilà telle expérience que j'ai faite, ça va pas, etc., ou bien je voudrais mettre en place. Alors on pensait ça ensemble, toujours le collectif très important, comment mettre ça en place, etc. Donc c'était, et là je vous dis, c'est des, alors parmi les étudiants que j'ai maintenant, qui après vont travailler dans des structures, des organismes d'insertion, d'intervention sociale. Eux, c'est pour essayer de mettre ça en place. Je parlais de cette étudiante, devenue une professionnelle de mission locale, etc., etc. Il y en a une autre, là, une doctorante qui a mis ça en place dans un IRTS, etc., etc. Vous voyez, je crois que c'est en fonction tout d'un coup quelque chose parle pour une personne de ce dispositif et se dit tiens, oui peut-être que ça pourrait être quelque chose qui fonctionne. Alors maintenant la question que vous ne m'avez pas posée et je l'anticipe, c'est la question et combien d'heures? Et ça c'est tout le problème. Et oui, parce que c'est à chaque fois, c'est à chaque fois quand on propose cet atelier, des négociations. Ce que je voulais dire, quand on négocie ça dans un que ce soit dans une entreprise, etc., parce que j'ai eu des propositions aussi d'entreprises, voilà, il faut toujours dire, il n'y a pas d'obligation de résultat, et il n'y a, alors, de nos jours, hein, si on dit ça, on va dire, on creuse sa tombe, il faut peut-être le formuler autrement, et il n'y a pas, et c'est la confidentialité, rien ne se dira de ce qui s'est fait. Et ça, on le redit après dans le groupe. On dit rien de ce qui se dit se fait et se dit ne sera dit à l'extérieur. Et vous aussi prenez l'engagement, ce que vous avez entendu dans vos triades, etc. Vous le gardez pour vous. Donc ça, c'est aussi des choses qui sécurisent énormément. Bien. Et les gens jouent le jeu. Oui, merci. Je ne suis pas là pour occuper tout l'après-midi. Hein. Merci beaucoup, Christine Delory, d'avoir répondu avec tant de détails et d'expression, enfin de présence. Merci. D'enthousiasme aussi. Merci beaucoup.
Merci de votre participation. Il y a plusieurs questions que voilà, j'ai autour de moi, des personnes, Olivier, Dominique, qui ont censuré leurs propres questions pour qu'on puisse quand même tenir un petit peu le cadre qu'on s'est fixé. Donc on a juste 15 minutes de retard par rapport à nos prévisions. Donc tout va bien. On va donc prendre maintenant 15 minutes de pause avant donc de se réunir de nouveau ici même pour écouter Philippe Missotte. Donc 15 minutes de pause jusqu'à 16h30. Nous allons reprendre maintenant avec Philippe Missotte. Philippe Missotte va se présenter dans une première partie de son intervention, puisque c'est comme ça qu'il a souhaité introduire sa conférence. Je dirais simplement que on est très content de l'accueillir parce que le champ qu'il va explorer avec vous dans l'héritage d'Henri Desroches est un champ bien connu d'un certain nombre de personnes qui ont évolué dans les réseaux du collège coopératif, mais est moins connu chez d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion de croiser un certain nombre de pratiques et de praticiens et de chercheurs qui ont élaboré un certain nombre d'outils et porteurs de valeur de ce réseau. Donc Philippe Missotte va nous parler de l'accompagnement des adultes par la recherche-action. Il va évoquer les liens entre l'autobiographie raisonnée et le développement de projet. Il va également donc revenir en tout début de conférence sur l'une des personnes phares de la recherche-action par l'autobiographie raisonnée, enfin des liens entre recherche-action et autobiographie raisonnée, donc j'ai nommé Henri Desroches. Donc Philippe, je te laisse maintenant la parole. Alors, évoquer